Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité en ce mercredi est Stéphane de Salier-Dupin, conseiller régional de Bretagne, conseiller municipal d'opposition à Lamballe-Armor. Il est également assistant parlementaire au Parlement européen de Strasbourg. Et il est notre invité politique ce matin. Il est venu jusqu'à nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et très belle année également. Bonjour à tous, belle, heureuse, bonne année à tous. Alors nous allons parler de politique avec évidemment l'événement de la journée d'hier, la disparition de Jean-Marie Le Pen à 96 ans. Quoi qu'on puisse dire du personnage, c'est une page politique qui se tourne. Oui, c'est une page politique qui se tourne incontestablement. Je pense qu'il faut laisser, avant de faire une relecture, laisser la famille accompagner son défunt, et puis passera le moment de la relecture historique. Mais le principe d'une page qui se tourne, vous savez, on est dans un pays où on aime commémorer, regarder en arrière. Là, on a de vrais défis devant. Donc, une page qui se tourne, c'est effectivement un moment où on fait une relecture, et une page qui se tourne, c'est effectivement une page qui s'ouvre. Et la page qui s'ouvre, elle s'ouvrira sans Jean-Marie Le Pen, avec probablement ses héritiers politiques, mais avec des défis qui sont quand même énormes. Donc en ce début d'année, plutôt que de se retourner en arrière, on va regarder devant. Et justement, on va regarder devant avec les difficultés que le gouvernement va devoir affronter, en particulier en matière de budget. J'ai un peu l'impression de le répéter, mais on en parle beaucoup de ce budget 2025 qui n'arrive pas. Cette motion de censure qui pèse une fois encore sur le gouvernement, on a entendu quelques expressions dans ce sens à gauche en particulier, mais aussi du côté du Rassemblement national. Est-ce qu'on risque d'avoir un gouvernement Bayrou qui va faire long feu? Alors ça, nul ne le sait, personne n'en sait rien, mais nous n'avons pas réuni pour le moment les conditions pour faire les réformes nécessaires au pays, réformes absolument nécessaires. Je l'ai dit ici il y a quelques semaines dans ce studio, les questions financières, les questions de budget, les questions de dette, c'est des questions d'indépendance et de souveraineté nationale. Le monde court, le monde avance, et nous faisons du surplace. Ce qui est un vrai sujet, on perd du terrain. Et je dis pas ça pour le plaisir de se battre la coulpe, ce qui est aussi un sport très contemporain. Non, il y a un moment où il faut qu'on arrête de se regarder le nombril, qu'on regarde devant, qu'on avance, qu'on trouve les moyens d'avancer, y compris avec une assemblée à majorité relative. Ça va nous obliger à faire des compromis. Je crois que c'est ce que veulent les Français. Les Français ont élu cette assemblée, qu'on le veuille ou non. Et donc, le devoir de cette assemblée, c'est de mener un travail avec des résultats, donc un budget, donc une loi immigration que nous attendons, donc tous ces thèmes importants. Alors, sur le budget, on l'aura compris, ça va être dur de trouver des compromis. On a plutôt à gauche, une gauche qui veut peut-être aussi apporter de nouveaux financements, donc peut-être par l'impôt, ce que la droite se refuse à faire. Vous nous en direz un petit peu plus, Stéphane de Salier, tout à l'heure, mais là, ça risque de coincer, ne serait-ce que sur le moyen de financer ce budget, le moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Ou de moins en faire sortir. Ou de moins en faire sortir. Pardonnez-moi, on a un déficit chronique depuis 1978, je vous dis ça de mémoire, tous les ans, ce qui creuse la dette tous les ans. De mémoire, on devait être à 1000 milliards d'euros en 2007, on était à quasiment 2000 en 2017, et on est à 3300 milliards d'euros. Je l'ai dit à plusieurs reprises, les États-Unis, lors de leur campagne électorale, étaient paralysés parce qu'ils allaient atteindre les 1800 milliards de dollars de dette là, cette année. Donc, il y a un moment où il faut savoir regarder les choses en face et crocher dedans. Crocher dedans, c'est qu'il y a un certain nombre de dépenses qu'il faut réviser. Quant à la pression fiscale, on bat les records dans l'OCDE, c'est-à-dire dans le monde occidental en général, et une nouvelle fois, l'Europe, la géographie, l'espace européen. Vous savez, autrefois, lorsque vous regardiez une map monde, c'était au milieu, en haut. Aujourd'hui, on est en haut, à gauche, et tout se passe
dans l'espace Indo-Pacifique. Alors, ça fait, c'est peut-être un peu prétentieux de l'évoquer ce matin comme ça, mais la réalité du monde, elle est là. Donc, il y a un moment où soit on se regarde le nombril et on fait les surplaces, soit on tient compte des réalités, y compris à l'échelle mondiale. Et donc, à ce moment-là, on fait des réformes, c'est-à-dire que, à mon avis, on décentralise plus, on recentre l'État sur ses missions régaliennes, et puis on fait les économies nécessaires de façon à pouvoir avoir une parole qui compte sur la scène internationale, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Sur les économies, il y a tout le volet social. On voit aujourd'hui, là aussi, une crise économique avec des entreprises qui licencient. On pense aux fonderies de Bretagne, on pense à Michelin. Sopiquet. Voilà, Sopiquet également. La Bretagne paie le tribut, là, pour le coup, alors qu'on avait quand même une forme de stabilité économique. Parce que la Bretagne avait gardé une forme industrielle. Vous avez des régions en France où la forme industrielle a quasiment disparu. Donc c'est aussi une singularité. Voulons-nous demeurer, si nous le sommes encore, mais je le crois, une puissance industrielle ou pas? C'est aussi l'une des questions. Est-ce qu'on veut continuer à produire chez nous? Est-ce qu'on veut continuer à offrir des emplois ouvriers de qualité? Avec le danger, effectivement, de cette disparition de tout un tissu social, avec toutes les conséquences également en termes d'emploi, en termes d'économie. Là aussi, si demain on désindustrialise, il faut réindustrialiser la France. On a beaucoup entendu ça ces dernières années, ces derniers mois. Ah, moi j'en ai l'intime conviction, oui. J'en ai l'intime conviction parce qu'on a délégué la fonction production industrielle dans un premier temps à l'Allemagne, dans un deuxième temps aux pays dits des BRICS, là. Donc c'est l'Inde, c'est la Chine, il y va pour partie de notre capacité à être une puissance, pas forcément une grande puissance, mais une puissance respectée, c'est ça l'essentiel. Une puissance qui compte finalement. Quand on est à la table, notre parole doit pouvoir compter. Et pour qu'elle puisse compter, il faut qu'on soit une puissance militaire, industrielle, agricole, et une puissance en termes d'innovation. Et l'innovation, lorsque vous n'avez pas la base de développement derrière, eh ben, elle bénéficie aux autres, et puis à un moment ou à un autre, les autres captent la partie innovation. Avec un bouleversement géopolitique, vous le soulignez à l'instant, Stéphane de Salier-Dupin, on le voit avec les États-Unis et l'arrivée de Donald Trump. On le voit effectivement aussi avec tous les bouleversements sur le Proche-Orient, par exemple, avec ces guerres qui vont forcément rebattre les cartes en termes de zones d'influence. On le voit avec l'Afrique ces derniers jours et la France qui n'est plus la bienvenue en Afrique et ces crispations entre le président de la République et quelques présidents africains. L'erreur de fond, c'est de croire que la France peut faire des leçons de morale à tout le monde. Or, l'expression d'une puissance, ce n'est pas faire la morale aux gens, mais c'est de compter à la table des négociations. C'est la réelle politique, mais d'abord, nous n'avons plus les moyens de faire autrement, ça c'est une chose. Et deuxièmement, est-ce que c'est souhaitable? Aujourd'hui, les grandes puissances mondiales, la Chine, l'Inde, le Brésil, utilisent la mondialisation à leur profit. Et je ne leur reproche pas, c'est légitime. Nous, on idéologise la mondialisation. Vous voyez, enfin, je veux dire, on n'est plus là. Nous n'avons plus les moyens de faire des leçons de morale au monde. Est-ce que c'était souhaitable? À mon avis, ça nous a emmenés dans le mur. Les propos du président de la République sur l'Afrique, bon, on a l'impression du gars qui se lâche, quoi. Mais ça n'a aucun intérêt diplomatique. L'Afrique est une grande puissance démographique d'aujourd'hui et de demain, au moment où nous-mêmes, et ça c'est un deuxième point important, nous rentrons dans un hiver démographique redoutable, parce qu'un pays qui ne fait plus d'enfants est un pays qui baisse, voire un pays qui meurt, et aujourd'hui c'est une situation, vous avez vu ce phénomène no kids dans les jeunes familles, voilà, fondamentalement, là où le président de la République a probablement raison, c'est quand il dit qu'il faut réarmer démographiquement la nation. Oui, archi oui.
Comment réarmer justement démographiquement la France, alors qu'effectivement on a de jeunes couples aujourd'hui qui n'ont plus envie de faire d'enfants parce que voilà, il y a une crainte de l'avenir, un assombrissement du futur. Comment inciter les jeunes couples à aller vers voilà, la natalité et à avoir des enfants tout simplement? D'abord, on arrête les discours dépressifs sur on va tous mourir. C'est une réalité à terme. Mais enfin, on meurt quand même de plus en plus tard. Hein. Donc ça, c'est un premier élément. Moi, je suis effaré de ce discours vraiment dépressif. C'est un discours dangereux, finalement. Ah oui, c'est pathologique, si vous voulez. Hein. C'est vraiment pathologique. Vous connaissez mes racines politiques. Lorsque le général de Gaulle est tout seul en 40 dans un studio qui était moins bien technologiquement que le vôtre et qu'il continue le combat, s'il avait eu un discours dépressif, on n'en serait pas sorti comme ça. Donc voilà, je crois qu'il faut crocher dedans. En début d'année, c'est vraiment le message à faire passer. Il faut aussi créer des conditions pour que les familles puissent se développer. Alors, il y a des conditions de politique familiale, mais il y a aussi des conditions de travail, tout simplement, pour que on redonne confiance aux familles, on leur redonne le désir. Ça reviendra, hein. Pas que ça revienne trop tard quand même, hein. Mais qu'on redonne le désir d'avoir des enfants parce que c'est sans doute la plus belle aventure au monde. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'immigration. Alors, sujet, permettez-moi le terme, il est un peu trivial, mais casse-gueule, évidemment. Non, mais les casse-gueule depuis 50 ans, il faut arrêter. Il y a un moment où, dans les grands pays de l'Occident, au Canada, aux États-Unis, ailleurs en Europe, on en parle. Pourquoi est-ce qu'ici on serait bloqué? Faut arrêter d'être bloqué. C'est un blocage idéologique et finalement ici en France. Je pense qu'il y a eu un blocage politique à un moment donné qui était, dans les années 80, ça a servi un certain nombre de grands élus de l'époque qui avaient parfois eu des propos inverses avant. Non, il y a une réalité. On fait ce qu'on entend chez nous et donc on choisit. On choisit et les personnes qui viennent de l'étranger, qui désirent vivre en France, elles respectent les règles qui sont les règles et les usages, qui sont celles du peuple français, et on les accueille avec plaisir. Mais dans le respect, tout comme lorsqu'on va à l'étranger, on respecte les règles et les usages des pays étrangers. Il y a une demande également économique. On entend beaucoup de patrons d'entreprises, de PME, de TPE parfois, des artisans, qui disent voilà, nous on veut recruter, y compris des jeunes issus de l'immigration, qui sont venus en France, qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'investir, qui ont envie de créer une vie ici en France, avec leur famille, fonder une famille parfois. Il faut les aider, ces personnes qui arrivent sur notre territoire. Dans quelles conditions arrivent-elles ? Moi, je comprends le besoin économique. Hein. Et ça va avec l'hiver démographique dans lequel on rentre. Hein. Bon. Je vois des familles issues de l'immigration, première génération. Après, on ne dit plus issues de l'immigration, on est d'accord ? Après, deuxième, troisième génération, on ne dit plus issues de l'immigration, sinon vous seriez tous issus de l'immigration quasiment. Ces familles-là, quand elles arrivent dans des conditions légales, qui correspondent à nos choix, elles sont les bienvenues. Je comprends la logique économique. Une partie du vrai sujet, c'est comment est-ce que, dans un pays qui a tendance à avoir ce discours dépressif, on leur donne la fierté d'être français, la fierté de participer à une aventure collective, et là, pour le moment, on en est assez loin, quoi. Vous parliez tout à l'heure... Par contre, sur l'immigration illégale, elle est quand même très importante. Là, à l'échelle européenne, comme à l'échelle française, on se fait respecter. Alors justement, vous parliez de cette loi immigration. D'aucuns disent qu'on n'a plus besoin de loi immigration, qu'il y en a déjà eu assez, il y en a une par an à peu près, que c'est peut-être la loi de trop. Et pourtant, on voit aujourd'hui des tensions. On pourrait parler des tensions entre la France et l'Algérie, avec ces influenceurs, 6 d'entre eux ont été arrêtés, dont un à Brest, voilà, qui appellent à la haine sur notre territoire, ce qui résonne, alors que hier, on commençait les commémorations des 10 ans des attentats de Paris et de Charlie Hebdo en particulier. Est-ce qu'il faut plus de fermeté vis-à-vis de ces personnes qui appellent à la haine ? De toute façon, la haine ne mène à rien. Et évidemment, il faut plus de fermeté.
Le contexte par rapport à il y a 10 ans, je me souviens très bien de cette soirée épouvantable du Bataclan, médiatiquement comme les uns et les autres, le contexte n'a absolument pas changé en termes de menaces. Donc effectivement, fermeté, menace. Mais en parallèle, je vous parlais de fierté d'être français. Dans tout le champ de l'histoire, des traditions et des usages français. Et bien, si elle n'est pas là, on fait de la fermeté pour de la fermeté, quoi. Donc oui, fermeté absolue, oui, protection des Français. Le ministre de l'Intérieur le fait, à mon avis, remarquablement, et surtout l'exprime comme on attendait depuis des décennies, est-ce qu'on l'exprime. On verra ce que va faire le ministre de la Justice en parallèle, puisqu'il y a un vrai sujet sous cet angle-là. Et puis on a une question de traité européen et de CDH, du Code de la justice, etc., qui nous pose une vraie question. À Bruxelles et à Strasbourg, les choses évoluent également dans ce sens-là, parce qu'on se rend compte que il faut qu'on ait les moyens de faire le choix, de dire vous êtes les bienvenus, mais dans telle ou telle condition. Et la singularité française, une nouvelle fois, c'est que on s'adapte complètement aux usages de la France. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut tout à fait garder ses racines sans aucune difficulté, mais que l'on doit adhérer aux usages, aux modes de vie qui sont les nôtres. C'est pas le cas dans d'autres pays européens qui ont une logique plus communautariste. En France, c'est le cas. Voilà. Donc, la prise de conscience, on la voit très bien avec Bruno Retailleau, on la voit également à l'échelle européenne. Maintenant, il faut qu'on passe à l'action d'urgence. Voilà, l'action d'urgence, c'est aussi répartir l'immigration en Europe. Je parlais tout à l'heure de... Non. On va arrêter de jouer au jeu de la répartition, parce qu'on nous a fait le coup en France aussi. Hein. Il faut, dans l'île de France, c'est compliqué, il va falloir répartir. Non, c'est je prends pas. Mmh. Il faut un choix, finalement. On fait un choix. Et c'est nous qui sommes les maîtres chez nous, donc c'est nous qui faisons le choix. Une nouvelle fois, avec notre tradition, qui est une tradition issue de nos racines judéo-chrétiennes et des Lumières, qui fait qu'on a une vision universaliste des choses. Donc, cette tradition, elle est celle de l'hospitalité. Mais il y a un moment où on ne sait plus faire. Il y a un moment où stop, ça marche plus. Et il y a un moment où on déstabilise la communauté nationale elle-même. Et là, c'est pas tolérable. On parlait tout à l'heure de politique étrangère. J'ai évoqué à demi-mot de Donald Trump. Il va y avoir des changements, évidemment, aux États-Unis. On entend déjà les premières outrances de Donald Trump. Voilà, ce côté un petit peu showman qui veut annexer, pourquoi pas le Canada. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure, ou même le Groenland. Il va falloir composer avec les États-Unis, avec une autre politique. Est-ce que la France est de taille à composer avec Donald Trump, voire plus largement l'Europe? Si elle s'en donne les moyens dans la tête. C'est ça le sujet. Si elle s'en donne les moyens dans la tête. Moi, je ne juge pas ce que font les Américains. Le peuple américain est un peuple souverain. Simplement, je sais que chez nous, il faudra instaurer un rapport de force. Quand je dis ça, que nos auditeurs n'imaginent pas quelque chose de terriblement conflictuel. Mais il y a un moment, oui, où il faut faire valoir nos propres intérêts. Il faut fixer des règles nouvelles. Alors là, je vais vous dire, elles se fixent d'elles-mêmes. Hein. Donc fixer des règles nouvelles, non, instaurer une relation qui est liée à nos histoires communes. Hein. On a quand même cette histoire tout à fait singulière avec les États-Unis, mais dans le respect de notre indépendance. Le respect de notre indépendance, c'est que militairement, écoutez, aujourd'hui on est complètement dépendant des États-Unis, qu'une partie de l'Europe est très marquée par le bouclier américain, ce qui peut se comprendre au regard de leur histoire, et qu'à un moment, il faudra assez rapidement gérer ça différemment. Hein. On peut revenir à une histoire, alors, pas finalement, si... Pardon, voilà, ça c'est le petit chat dans la gorge. Pas forcément si éloigné de ça, de nous que ça, c'est-à-dire une forme de sortie du commandement de l'OTAN, on peut l'imaginer comme le fils de Gaulle tenait en son temps.
Est-ce qu'on peut imaginer un commandement européen de l'OTAN en Europe? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément une sortie du commandement de l'OTAN. Pourquoi pas? J'ai rien contre. Mais aujourd'hui, on a une logique, on a intérêt à rentrer dans une logique de coopération étroite avec nos voisins européens, surtout dans le contexte qui est le nôtre. Confère l'Ukraine évidemment, voilà, et ne pas être complètement, mais actuellement c'est utopique ce que je dis, on regarde la réalité, ne pas être uniquement l'allié minoritaire de comment et utiliser des États-Unis, quoi. Je dis infiniment respectueusement vis-à-vis des États-Unis. Là n'est pas le sujet, mais on a notre singularité. Sur les propos de Donald Trump, par exemple, sur l'annexion du Canada après la démission de Justin Trudeau. Non, c'était avant. Enfin, il l'a dit avant, mais là, il a répété à nouveau. Il a dit maintenant, ça y est, la porte est ouverte. Bon, pas sûr que les Canadiens soient d'accord. C'est le genre de propos qui sont assez dommageables par rapport aux relations que les États-Unis peuvent entretenir avec d'autres pays. C'est simplement la provoque, comme on dit. Une nouvelle fois, je ne suis pas le juge de ce qu'a fait et de ce que fait le peuple américain. Je prends acte de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, parce que ce qu'il fait, c'est pas encore le cas. Par ailleurs, je suis soucieux des équilibres internationaux tels qu'ils existent, mais j'ai pas envie de juger le propos du président des États-Unis. On a suffisamment... Je ne regarde pas, pour reprendre le début de notre échange, je ne regarde pas en permanence, je marche pas en arrière, vous voyez, en regardant ce qui se passe derrière, au risque de me prendre ensuite ce qui est devant dans le dos. Et j'ai pas à juger ce que font les autres, je prends acte, et puis on avance, on regarde nos intérêts. Alors, les intérêts sont aussi des intérêts économiques, vous les avez évoqués tout à l'heure. C'est aussi la recherche. On entend beaucoup de voix en France qui s'élèvent aujourd'hui en disant, voilà, on perd notre recherche, les jeunes ingénieurs préfèrent aller travailler aux États-Unis ou dans d'autres pays parce qu'ils sont mieux payés. Non mais oui, nous on a peur du développement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette des règles écolo en permanence, pardonnez-moi, qui nous bride sur le développement. On est devenu une colonie numérique américaine, parce que à l'échelle européenne, française et européenne, on était incapable de développer nos propres modèles. Qu'est-ce qui va se passer sur l'IA? Idem. Les États-Unis sont nos alliés, mais nous ne sommes pas une colonie américaine, très concrètement. Donc, faut arrêter de se brider, faut donner de la liberté, donner de l'envie, arrêter de surlégiférer, de surréglementer, se concentrer sur ce qu'on a à faire en termes de sécurité, de tout ce qui est régalien, de justice, d'armée, et on avance. Alors sur la sécurité, ça va nous amener aux élections municipales tout à l'heure. Vous me voyez venir, j'anticipe un petit peu. Mais sur la sécurité, on entend beaucoup de choses ici, y compris en Bretagne, très souvent sur les grandes villes comme Rennes, comme Brest, mais aussi dans nos campagnes où, par exemple, le trafic de stupéfiants commence à s'installer. Et de la cocaïne. Et de la cocaïne, voilà. Et de la cocaïne, voilà. C'est plus uniquement voilà, on est plus de la bœuf, comme on dit, vous voyez, voilà, et de la cocaïne. Ce n'est plus du cannabis, effectivement. Donc des drogues dures qui arrivent dans nos campagnes. Est-ce que là, il va y avoir... Et de la drogue de synthèse. Et de la drogue de synthèse. Est-ce qu'il va falloir, là aussi, s'emparer très vite du sujet, avant que ça devienne... Alors moi, ma conviction intime, c'est qu'on a laissé faire pendant des années dans les villes que vous évoquez, bon, très bien, et qu'aujourd'hui on voit les choses arriver. Oui, j'acquiesce lorsqu'on me dit « mais attendez, c'est pas si dramatique, etc. » Mais la pente, elle est là. Et donc la pente, c'est un coup d'arrêt qu'il nous faut, et donc il faut donner les moyens à la gendarmerie pour nos secteurs ruraux, à la police pour nos secteurs urbains, d'une part, et aux communes, de mettre en place les moyens nécessaires à donner ce coup d'arrêt, de façon à ce que nous ne vivions pas ce que vivent aujourd'hui les Rennais. J'étais à Rennes hier, objectivement, un certain nombre de familles m'ont dit on ne peut plus sortir le soir. Donc, on sent que la pente est là, on a quelques éléments, pas de naïveté, un coup d'arrêt tout de suite, avec les moyens idoines, ça peut être la vidéoprotection, ça peut être le développement des polices municipales, ça peut être toutes sortes de choses, mais qu'on dise et qu'on fasse comprendre que ça, chez nous, ça ne se fait pas, point barre, et qu'en conséquence, la loi s'applique.
Là aussi, il va falloir taper au portefeuille des gros trafiquants. Aujourd'hui, c'est à une autre échelle aussi que ça peut en tout cas, Le ministre de l'Intérieur a été très clair là-dessus, hein, quand il a dit que lorsque on consommait un produit stupéfiant, il avait le goût du sang. Parce que derrière, on a effectivement tout ce trafic, et ce trafic, c'est pas un aimable commerce, hein, c'est pas le doux commerce, comme disaient d'autres. Donc oui, il y a un moment où il faut taper à tous les niveaux, y compris le consommateur, j'en ai l'intime conviction, pour sortir de cela. Il faut aussi renforcer la prévention. On pense aux jeunes mineurs qui sont souvent d'ailleurs cités dans les faits divers parce qu'ils ont été rafalés, c'est le terme épouvantable qui est utilisé. Là aussi, il faut faire de la prévention en plus de la répression. Oui, évidemment, mais je veux dire, elle est à tout niveau, la prévention. Le ministre de l'Intérieur, une nouvelle fois, évoquait des grandes campagnes un peu trash de com'. Pourquoi pas, mais on voit bien que la prévention, elle ne fonctionne pas plus que ça, parce qu'elle n'est pas accompagnée d'un volet répressif. Donc oui, l'approche sociale, oui, l'information des jeunes, mais il faut trouver des modes d'information qu'ils comprennent, hein, et non pas qui provoquent l'effet inverse. Ça peut être le cas. Voilà. Donc sur le fond, la loi interdit le commerce et la consommation de ce type de produit. On respecte la loi. Je vous ai promis tout à l'heure, Stéphane de Salier-Dupin, de parler des municipales. Il nous reste 3 petites minutes. J'ai presque envie de vous demander si vous allez vous présenter. Voilà, vous n'êtes pas obligé de me répondre. On est en janvier 2025, les municipales sont en mars 2026, a priori. Donc on va rester... Je prends un peu d'avance. Je prenais un peu d'avance, je l'entends. On va rester très, comment dirais-je, j'allais dire très calme sur le sujet. Ce qui est certain, c'est qu'il y a de vrais défis à relever à l'échelle de nos communes, et pour moi, à l'échelle de Lamballe-Armor et de Lamballe-Terre-et-Mer. C'est-à-dire qu'on a chez nous eu un mandat qui était un mandat de pause, manifestement, et qu'il faut retrouver le goût du développement, le goût d'avancer, et qu'il faut remettre en place des stratégies à court, à moyen terme, qu'il faut sans doute également revoir le service au quotidien, très concret, poubelle, enfin des choses de tous les jours, sécurité. Donc il y a des choses à réaliser. Je participerai au débat, évidemment. C'est ma vocation d'homme public. Après, si on rentre en campagne électorale, comment dirais-je, 2 ans quasiment avant l'échéance, on ne fait plus rien. Voilà, je vous taquinais un petit peu, sachant votre attachement évidemment à Lamballe-Armor et à son développement. Il faut donner des moyens, ce sera vraiment ma toute dernière question, il nous reste une poignée de secondes. Il faut donner plus de moyens aux communes qui se plaignent aujourd'hui de ne pas arriver à boucler leur budget. Non, attendez. On fait 3300 milliards de dettes au niveau national. On a un taux de fiscalité le plus important de l'OCDE, donc on arrête d'être dans la logique, il faut donner des moyens, plus de machin, etc. On peut pas dépasser ces choses-là. On peut plus taxer les gens où on est quand même extrêmement limité, sauf à redévelopper un système fiscal. Donc, on met en place les moyens de la réforme de nos structures de façon à pouvoir faire dégager des économies qu'on redéploie. Mais c'est là où on en est. Vous voyez ce que l'addiction à la dépense publique en France, c'est un truc monstrueux. Hein. Donc, il faut sortir de ce schéma-là. Voilà, changer le schéma et passer changer de pied, changer de point de vue au sens photographique du terme. Vous voyez, on regarde les choses un peu différemment. Stéphane de Salier-Dupin était avec nous ce matin. Il est conseiller régional de Bretagne, conseiller municipal de Lamballe-Armor, assistant parlementaire au Parlement européen de Strasbourg, assistant parlementaire d'Isabelle Le Callennec, je le précise. Et vous étiez avec nous ce matin en direct pour commenter l'actualité politique. Merci infiniment d'avoir apporté votre vision au micro de Bretagne 5 Matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à toute l'équipe. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.